Bienvenue, Madame, Messieurs, dans ce Stop Covid en ligne de front dans la lutte contre le coronavirus. Les infirmières et infirmiers ne méritent-ils pas nos ovations, vos ovations? Bien sûr que oui. Ces héros dans l'ombre sont le plus proches des malades. Qu'est-ce qui se passe dans l'hôpital? Mais une fois guéris, que deviennent ce personnel soignant? Eh bien, leur sort est souvent laissé à désirer. Avec nous aujourd'hui, en ce 12 mai, justement, une journée leur dédiée, nous voulons discuter de leurs conditions de travail, mais surtout aussi de leur rôle dans la lutte contre la pandémie de l'heure. Nous avons le secrétaire et le secrétaire général adjoint de l'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo, messieurs le SG Joseph Kibangula, bienvenue. Merci, madame. Madame Gianni Baïka, bonsoir. Merci beaucoup. Alors, la toute première question, c'est que parmi le personnel soignant, il y a beaucoup de blouses blanches, bien entendu, mais que fait l'infirmier exactement dans la prise en charge du coronavirus? Merci de la question, madame. Vous savez, dans tous les systèmes de santé mondiaux, l'infirmier est appelé la colonne vertébrale, sinon la plaque tournante du système. C'est-à-dire, on ne peut pas prétendre avoir un système sanitaire qui fonctionne sans infirmier. Et lorsque vous nous demandez quel est le rôle, qu'est-ce que nous faisons justement dans ce que nous sommes appelés à faire, il faut d'abord retenir que l'infirmière, c'est comme une sentinelle qui veille sur la santé de la population. L'infirmier, c'est quelqu'un qui voit l'individu naître, c'est-à-dire venir au monde, jusqu'à la mort de cet individu-là. Alors, lorsqu'il s'agit des prestations au niveau de l'hôpital, l'infirmière est à la porte d'entrée des malades. C'est-à-dire, toute personne qui vient se présenter à l'hôpital, avant de rencontrer le médecin, elle est d'abord en face de l'infirmier. C'est pour dire que il y a des pays, des gouvernements qui reconnaissent le rôle de ces infirmiers-là, qui reconnaissent notre rôle. Et madame, la profession infirmière, ce n'est pas la profession des illettrés. Non, il faut aller à l'école quand même. Il faut apprendre. Ouais, il faut apprendre. Et quand on va à l'école infirmière, madame, je vais vous dire une chose, pas pour minimiser les autres sciences, mais c'est une discipline très difficile. Parce qu'on ne va pas à l'école comme quelqu'un qui va apprendre la mécanique pour réparer un moteur. On peut réparer un moteur, si la pièce ne convient pas, on la trouve quelque part, on change, ainsi de suite. Ce qui n'est pas le cas pour les gens, pour les individus, pour les êtres humains. C'est-à-dire l'infirmier, lorsque vous commettez une bêtise, excusez-moi les mots, c'est-à-dire une faute professionnelle sur un corps humain, eh bien, il y a trop de préjudices. Soit la personne trépasse et vous n'allez pas la récupérer, elle meurt. Et raison pour laquelle les études infirmières sont des études très difficiles. Et on ne peut pas recevoir n'importe qui. Raison pour laquelle il y a toujours un concours d'admission. On filtre, bien sûr, il y a des mauvais éléments qui traversent les mailles. Mais on fait de sorte que les éléments qui seront retenus soient des éléments compétents, capables. Ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. On veut mettre dans la profession n'importe qui. Vous comprenez? Et c'est ça qui est en train de nous poser beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Donc, l'infirmier, son rôle, à l'entrée du malade, il est là. Pendant que le malade est hospitalisé ou suivi, il est là. Et à la sortie, soit vivant ou décédé, il est là. Donc, l'infirmier, c'est la plaque tournante, c'est la colonne vertébrale du système sanitaire.
Madame Djani, parce que l'infirmier est la colonne vertébrale du système sanitaire, alors on dit mieux vaut prévenir que guérir. Ça vaut surtout son pesant d'or en médecine, normalement. On aurait dû prévenir le coronavirus. On a peut-être prévenu, oui, politiquement on dira oui, sanitairement, bon, il y a quand même à boire et à manger. Mais la question quand même demeure. On se demande, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle a été cette imprudence pour que le corps médical, les infirmiers nommément, soient affectés alors qu'ils étaient au front? Comment le virus est venu le retrouver sur leur champ de bataille? Ah, merci beaucoup. Là, tu as touché le point essentiel. Les infirmiers sont touchés parce que dès qu'ils commencent la profession, il est au front. Aujourd'hui, on parle de la coronavirus, mais il y a d'autres maladies, que ce soit la tuberculose, la rougeole, la première personne en face du contact, c'est l'infirmier. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous voyez que les conditions que nous avons toujours exigées, les conditions de travail ne sont pas respectées dans notre pays, à telle enseigne que voilà, avec la pandémie actuelle, l'infirmier est la personne la plus contaminée. Allez en Gallième, vous verrez l'effectif. C'est pourquoi nous exigeons, et nous avons toujours exigé, et on fait les sourds d'oreilles par le gouvernement pour mettre l'infirmier dans de bonnes conditions de travail. C'est d'ailleurs la convention 149 de l'OIT qui l'exige, mais qu'on ne respecte pas aujourd'hui. Voilà la conséquence aujourd'hui. Ce sont des infirmiers qui risquent gros. La preuve est là en Gallième. Mais n'est-ce pas aussi votre serment? Vous êtes personnel soignant, vous voulez être aux petits soins des malades et ça peut arriver. Oui, madame la journaliste, c'est une vocation pour nous. Si vous n'avez pas cette vocation, vous n'allez pas faire les sciences infirmières. Vous ne saurez pas supporter ce que nous supportons. Mais néanmoins, nous devons être protégés. Protégés. Nous voulons bien travailler pour la population, défendre la vie des humains, mais qu'on nous protège nous aussi, parce que nous avons nos familles. Monsieur le secrétaire général, qu'est-ce que vous entendez par vous protéger vous aussi? Madame, nous sommes déjà des sacrifiés. Parce que au niveau de la santé, il y a plusieurs sortes de maladies. Notamment ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La maladie virale. Mais vous avez posé une question au départ. Est-ce que c'est la négligence de qui vient de quel côté? Oui, parce qu'on suppose que vous saviez qu'on était en danger, on était guettés par une épidémie devenue une pandémie, la Chine et la RDC avaient une proximité. Depuis des années, nous sommes des personnes exposées au danger. Depuis des années, et de longues années, nous sommes des personnes exposées au danger. Parce que, madame, on ne sait pas voir les microbes à l'œil nu. Non. N'est-ce pas? Il faut utiliser un outil, un instrument qui vous montre que là, il y a les microbes. Mais nous, on nous apprend déjà. Lorsqu'on nous forme, on nous apprend déjà que, attention, quand vous travaillez dans un milieu hospitalier, voilà la conduite à tenir. Mais ici, il faut rentrer dans la responsabilité du gouvernement. Madame, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, des mauvais au niveau du secteur de la santé, c'est le gouvernement qui est responsable. Ou si vous voulez, ce sont nos gouvernants. Madame, comment voulez-vous lutter ou organiser les systèmes sanitaires avec un budget déficitaire? Le pays est déficitaire, disons-le. Le pays a donné, a donné un budget déficitaire pour la santé. Pour l'agriculture, pour l'éducation. Je suis pour la santé d'abord. Okay. L'agriculture, on n'en parlera pas. Alors que ce sont les trois domaines, si vous voulez. L'agriculture, l'éducation, la santé.
qui constituent la priorité des priorités. Malheureusement, ce sont des domaines relégués. Alors, quand je parle de la santé, vous savez ce que le gouvernement et le Parlement a voté comme budget à la santé. Avec ces budgets-là, de 5%, de moins de 5% d'ailleurs, comment allez-vous faire face à une situation comme celle qui se vit aujourd'hui dans notre pays? Mais apparemment, vous n'avez pas vu réagir à l'instant. Nous avons toujours réagi. Nous sommes des syndicalistes, madame. Nous n'avons jamais ménagé le gouvernement. Mais le gouvernement, c'est lui qui vous ménage. C'est un gouvernement de sourds, permettez-moi les mots. Nous avons toujours réclamé les conditions dans les hôpitaux, les conditions de travail, avant d'arriver à ce que nous réclamons, rémunération, tout ça. Donnez-nous les conditions nécessaires, les conditions essentielles. Mais ça ne vient pas, madame. Vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste. Circulez dans les hôpitaux. Nous vous avons toujours demandé de circuler pour voir les conditions dans lesquelles nous travaillons. Pourtant, lorsque nous circulons, à un moment, le personnel soignant n'est pas très d'accord. C'est comme si on voulait mettre à nu ce qui était caché. Non, pourtant, c'est une façon. Lorsque vous êtes faible devant celui qui a des moyens, parce que le gouvernement, tout le monde a des moyens et tout le monde peut intimider tous les agents qui travaillent. Si vous rencontrez un infirmier, je parle des infirmiers, c'est lui qui vous donne une réponse pour dire que non, nous sommes bien, madame, retenez que ce monsieur, cette dame-là, il a quelque part peur. Raison pour laquelle il existe les syndicats dans les hôpitaux. Nous avons toujours demandé à ce qu'on nous donne des conditions qui ne viennent pas. Voilà, aujourd'hui, le coronavirus nous a surpris. Tous. Et le gouvernement est en débandade, hein, parce que même sa gestion de cette crise ici, elle n'est pas orthodoxe. Elle ne convainc pas. Il y a beaucoup de tâtonnements. On peut aujourd'hui dire, et on vous a déjà dit, et convaincu même que le gouvernement fait un effort de distribuer, parce que nous, les instruments, c'est quoi? Donnez-nous la protection. Pour répondre maintenant à votre question, donnez-nous les moyens de protection. Les moyens de protection, c'est quoi? Ce sont des masques. Des masques appropriés. Ce sont des surblouses. Ce sont des chaussures appropriées. Lorsque je suis en face de quelqu'un qui souffre de ça, je me protège. Vous comprenez? Et quand je me protège les autres. Mais nous travaillons comme ça. Même quand le virus est arrivé ici, nous n'avions pas une protection appropriée. Nous avons travaillé comme ça, avec tous les malades, comme d'habitude. Et c'est 13 jours après, j'ai dit bien 13 jours après, qu'on a commencé à distribuer les masques. Et les masques, selon les normes, qui peuvent se porter pendant 2 heures, 3 heures, et vous les déclassez, nous continuons avec ces masques-là pendant une semaine. Vous savez, c'est ça les dangers. Et même les amis qui sont à l'hôpital aujourd'hui, c'est avec leur courage, leur détermination, leur amour de servir, qu'ils ont été contaminés. Vous comprenez? Donc, le gouvernement est défaillant sur toute la ligne. Tout ce qu'il est en train... Vous voyez, les mesures qui sont prises par les chefs de l'État, par les gouverneurs de la ville, sont-elles respectées à 100%? Non. Il faut suivre les gens derrière. Et on commence à inventer même les choses. En venant ici chez vous, j'apprends dans les taxis, les taximens me disent non, mettez les masques parce que si vous ne mettez pas les masques, les policiers vont vous arrêter, vous allez payer l'amende, on va vous garder jusque le soir. Et moi, le conducteur, on va me garder, je ne paierai pas l'amende, je vais être gardé jusque le soir. Oui, ça c'est que les gens adhèrent. Non, ce n'est pas une loi, oui, c'est justement même l'arrêté du gouverneur ne dit pas ça. Non, ne dit pas ça. Voilà, c'est là où je dis il y a un peu de l'indiscipline parmi... Et le peuple ne peut pas continuer à suivre des choses qu'il ne maîtrise pas très bien. Alors quand on parle de l'indiscipline, il y a aussi beaucoup de malades qui ont décrié certains faits, qui ont été négligés à l'hôpital et tout. Est-ce qu'on peut le comprendre par le rejet, la colère que vous éprouvez? À un moment, vous oubliez et puis vous laissez faire. Vous ne passez pas à faire des rondes dans des salles parce que vous-même déjà... Vous n'êtes pas protégé, vous n'êtes pas équipé. Oui, merci, madame la journaliste. Ça, c'est un fait réel. Quand il y a la ségrégation dans un ministère ou dans une famille, c'est tout à fait normal que
un enfant puisse réagir négativement. Par là, je voudrais dire quoi? Vous placez les gens sur la ligne de front d'attaque, mais quand il s'agit de satisfaire, vous faites, qu'est-ce que je dirais? Une discrimination. Une discrimination. Par exemple, nous avons une lettre barémique, la grille barémique, pour encourager ceux qui sont au front. Ok. Mais vous allez voir que l'infirmier qui est exposé, qui vit 24 heures sur 24 avec le coronavirus, va bénéficier 120 tout à fait comme le relais communautaire. Voilà l'humiliation. Et un exemple encore typique, au Kwilu, on envoie l'argent pour encourager ceux qui sont en train de travailler. D'autres catégories touchent 100 $, et l'infirmier qui dort avec les malades, qui touche les malades, sans le matériel voulu, on lui paye 14 000. Allez-y comprendre. C'est pour ça qu'ils ont déserté le labo. Ils ont déserté. Oui. Ils ont déserté, ils ont raison. Et nous les encourageons. C'est ce qui va arriver ici. Ah, le syndicat l'encourage. Oui, nous encourageons cela. Vous ne soupesez pas les conséquences. Lesquelles, madame? Quelles conséquences? Mais parce que c'est vous qui posez les questions. S'il n'y a pas un personnel soignant, alors que nous sommes en pleine pandémie, tout peut arriver. Mais les personnels soignants que vous ne considérez pas, madame? Madame la journaliste, je ne sais pas si devant un risque comme cette pandémie, il y a le niveau et le niveau de risque. N'est-ce pas que tout le monde risque de la même façon, surtout les personnels soignants? Risque de la même façon. Ah, quand vous faites des injustices flagrantes comme ça, nous n'acceptons pas ça. Nous n'acceptons pas ça. C'est ici que votre fameux slogan à grade égal, salaire et prime égale, vous la remettez vraiment sur la table de discussion. Non, ce n'est pas un fameux slogan. Non, ce n'est pas fameux. Si vous pouvez appeler ça slogan, mais c'est après des études. Des études sur le plan mondial. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas, ceux qui ont fait cette étude-là ont compris qu'il y avait la discrimination dans les traitements des travailleurs. Et ils ont dit, lorsque j'ai les mêmes compétences que l'autre, il ne faut pas me discriminer pour ça. Lorsque je suis femme, et j'ai un homme à côté de moi, il ne faut pas me discriminer pour ça. Vous comprenez? Donc, c'est un slogan qui est juste et à sa place. Vous comprenez? Et vous plaidez pour qu'il soit appliqué. Nous plaidons ça, c'est ça la liberté syndicale, madame. C'est ça la liberté syndicale. Qui est connue par ceux qui nous gouvernent, mais ignorée volontairement, mais est-ce que délibérément. La question, est-ce que dans le comité multisectoriel de riposte, il n'y a pas la voix des infirmiers? Non, à notre connaissance, non. À notre connaissance, non. Vous savez, c'est ça l'erreur, madame. Vous pouvez être professeur, d'accord. Vous pouvez être spécialiste, d'accord. Mais vous savez, parmi les virus, là, parfois il y a des virus qui sont nécessaires pour la vie. Vous le savez. Lorsque nous rentrons dans la fabrication de la bière, tout ce qui est levure ou quoi, de putréfaction là, mais après, ça donne de l'alcool, de la bière et les gens consomment. Donc, ici au Congo, on n'a jamais reconnu les études des autres, et surtout des infirmiers au niveau du secteur de la santé. On croit que l'infirmier, c'est l'infirmier de l'année avant l'indépendance. Non, nous avons évolué, madame. Dans notre groupe, dans notre catégorie, vous allez trouver les professeurs jusqu'au plus bas niveau. Alors, on ne peut pas nous mélanger comme ça dans un fourre-tout pour ignorer ce que nous sommes et ce que nous valons. C'est ça le problème. Alors, dans cette équipe-là, on ne sait pas. On se contente de mettre ce qu'ils mettent. Et là, ce sont des sélections comme ça, hein? Sans suivre les critères. Parce que professeur, parce que chef de travaux, vous allez voir tous ceux qui sont là-bas. Même au niveau de l'équipe qui est à l'IM ici, à l'INPS, madame, c'est déplorable. On ne dit pas qu'il ne faut pas sélectionner les gens, mais il faut sélectionner les gens selon une compétence, selon des critères. Mais c'est un travail de bureau, là, c'est l'administration.
il y a des techniciens qui peuvent aussi apporter leur contribution. On nous parle des gens qui passent dans les rues. Vous les voyez où? Vous les voyez où, ces gens-là, qui sont sélectionnés par l'équipe des ripostes? Vous les voyez où? Point d'interrogation. Les agents sensibilisateurs de relais. Vous les voyez où? Vous les voyez où, madame? C'est une grande question là. Et on aligne les infirmiers sur le même niveau que les relais communautaires. On ne les minimise pas, ils ont leur travail à faire. Mais on ne peut pas nous humilier de cette façon-là. On dit que les hôpitaux au Congo sont des mouroirs lorsqu'on expose des le véritables. cas. Voilà, des véritables mouroirs. Oui. Est-ce que c'est pour autant que vous ne reconnaîtriez pas que vous aussi, vous soyez des croque-morts quelque part? Mais peut-être ma collègue va compléter. Non. Nous venons de vous dire beaucoup de choses. Vous savez, pendant la Deuxième République, nous étions mieux. Quelle que soit la dictature de Mobutu, je m'excuse, nous étions bien. Je vais vous dire comment les hôpitaux ont été hypothéqués jusqu'à les rendre oui, pour au ça, niveau où ils sont Vous aujourd'hui. reviendrez pour ça, Parce oui. que quand nous sommes agents de l'État, madame, nous sommes censés être au service de l'État. Service public. Public, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, au service public de l'État, à la santé, il y a les méli-mélo. Je suis agent de l'État et en même temps, j'ai mon cabinet et j'ai fait quelque chose là-bas, ainsi de suite. Madame, depuis vers la fin de Mobutu, ces choses-là ont été exagérées. C'était le début de l'hécatombe de la gestion du système, madame. Aujourd'hui, là, quand vous allez à l'hôpital, vous allez trouver des agents qui viennent seulement pour faire un tour et sortir et partir. Les malades qui devraient venir dans les structures étatiques, ils n'ont pas le temps d'attendre longtemps là-bas. On leur dit, suivez-moi à tel endroit. Madame, ça se fait dans quel pays? Il faut de plus en plus Et d'éléments. aujourd'hui, les hôpitaux de l'État sont dépouillés au profit des établissements privés. Ce serait quand même des revendications qui tiendront parce qu'il ne faut pas seulement revendiquer pour vous-même, mais revendiquer surtout aussi à cause des conditions d'accueil, des conditions de traitement et tout, parce que vous n'allez pas laisser le peuple congolais mourir parce que seul vous êtes mal rémunéré, mais ça devrait plus vous interpeller parce que nous, on apprend, nous les profanes, que lorsque quelqu'un meurt, par exemple, le corps soignant parfois pleure aussi, ah, on a raté, on a échoué. Mais les signes que vous nous montrez, les indicateurs, ne vont pas dans ce sens-là parfois. Vous avez analysé la situation? Et c'est comme ça, moi, vraiment, je ne prendrai pas part à des choses qui ne marchent pas pour l'amélioration des conditions de travail. Monsieur le secrétaire général, madame la secrétaire générale adjointe, nous sommes en urgence. Il faut sauver la situation et après la Covid-19, parce que peut-être que la Covid-19 sera aussi une occasion pour nous de revoir notre façon de faire, le système sanitaire, la structuration et tout. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans l'urgence où nous sommes pour être sûr qu'on fasse une désescalade par rapport au nombre des morts qui a tendance à monter en flèche, surtout au nombre des contaminations, parce qu'il faut récupérer la situation maintenant. On sauve le meuble et le reste, on va voir. Oui, merci. À ces propos, je dirais que nous qui sommes à la cité, nous essayons d'entendre, de suivre les gens, même la population qui doute même de la dite maladie, la pandémie. Ils se font des illusions à telle enseigne qu'il y a un grand risque que la population court. Ils doivent normalement respecter les normes qu'on exige pour éviter la contamination. Je félicite le gouvernement avec l'idée de l'obligation du port des masques. Mais j'ai observé aujourd'hui sur Victoire, ce respect n'est pas du tout tenu. Je demande à la population de croire, d'accepter que effectivement la pandémie est dans nos murs. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, l'effectif ne fait qu'augmenter. Parce que les masques, ce n'est pas pour se préserver non du seulement les policier, masques, mais quand il y de a la maladie. entassement,
Il y a un tassement, les gens se secouent, quelqu'un tousse là-bas, et le respect même du nettoyage des mains ne se fait pas du tout convenablement. Il y a un grand risque que la population puisse nous écouter. Mais je reviens sur ce qui concerne l'infirmier. Tout à fait. Nous demandons au gouvernement de respecter le partage équitable, parce que le risque de contamination n'a pas de niveau d'étude ni de catégorie. Ce qui se réalise au Kwilu risque même d'être pratiqué ici à Kinshasa. C'est-à-dire, ils ont abandonné les sites. C'est grave maintenant. Et si Kinshasa doit faire cela, quand ils ont abandonné, ce n'est pas le syndicat qui leur a ordonné. Hein. Le syndicat constate. C'est un sentiment naturel, donc vivre l'injustice. Quelqu'un touche $100 du moment où le plus risqué, c'est l'infirmier, vous lui donnez 14 000. Réellement, si elle va faire les champs, elle n'aura pas 14 000. L'Ebola, la tuberculose, à Kikwit, quand l'Ebola a commencé, le plus grand nombre de décès n'était que des infirmiers. Des infirmiers. Là, j'ai cité Kikwit. Quand vous allez à l'est du pays, ce sont des infirmiers qui meurent plus. Que le gouvernement puisse avoir dès l'écoute un coup d'œil sur l'infirmier. Nous avons étudié, nous avons la capacité, cette bonne volonté de prendre les malades en charge, mais qu'on nous protège, qu'on protège l'infirmier et qu'on pense aussi mettre l'infirmier à l'aise et pas de nous traiter au bas de l'échelle comme on le fait là. Ça, non. Voilà pour votre dernier mot. On comprend votre passion. Monsieur le secrétaire général, pour boucler. Pour boucler, madame, c'est d'abord un signe de remerciement à votre égard pour nous avoir accepté de parler un peu de notre condition. Mais je voudrais que vous puissiez annoncer à notre place, par votre média, que les infirmiers de la République démocratique du Congo disent stop à l'humiliation. L'humiliation, c'est une violence faite à quelqu'un ou à un groupe. Et nous refusons ça. Cette émission, si les gouvernements ou les membres du gouvernement vont suivre ça, c'est un signe d'alerte pour dire que ce n'est pas le coronavirus qui va nous arrêter dans nos revendications. Nous devons être traités avec honneur et de manière équitable. Cette répartition, cette grille, le ministre de la Santé qui a signé une lettre là, où il met l'infirmier à $120, c'est une humiliation. Qui est un ministre qui ne voit que une seule catégorie d'agents du ministère de la Santé publique. Donc ce n'est pas un ministre qui est venu résoudre les problèmes de l'ensemble de ces personnels. Madame, je reviens, je ne veux pas aller, le coronavirus, c'est une actualité, mais je constate que les mesures annoncées ne sont pas respectées parce que la gestion elle-même n'est pas rationnelle, n'est pas orthodoxe. Et c'est là où je demanderai, comme ma collègue a dit, il faut que le peuple comprenne. Évitons des décès pour rien. Il faut que le peuple se protège. Ici, nous ne sommes pas dans un gouvernement où on peut acheter les masques comme on le fait en France et que les populations vont s'en procurer, ainsi de suite. Les chefs de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshilombo, a été visiter le malade. Et je vais vous donner un fait qui n'est pas bon au niveau de la clinique Ngaliema. Vous savez, c'est là où les sièges des infirmiers contaminés. Et les infirmiers se sont adressés au chef de l'État. Mais voilà encore une forme d'humiliation. Les autorités de l'établissement clinique Ngaliema viennent dire à ces infirmiers de ne pas se présenter comme des infirmiers.
de dire seulement que nous sommes des malades et nous avons été contaminés. Vous comprenez jusqu'à quel niveau où on est allé en train de violer les droits des hommes. Et qu'est-ce qu'eux ont fait, ces infirmiers? Mais ils ont eu leur courage de dire au président de la République que nous sommes des infirmiers, nous avons été contaminés, armes à la main. Maintenant, ça n'a pas fait la joie. Ça, c'est une dénonciation ici sur votre plateau. Ces infirmiers-là, je m'excuse, ont fait plusieurs années. Ils sont employés par l'État, mais sans que l'État les reconnaisse comme tels. Ni salaire, ni prime. Mais ils travaillent. Et aujourd'hui, les chefs de l'État arrivent, c'est une occasion. On leur dit non, ne vous présentez pas comme des infirmiers, dites seulement que vous êtes des malades ordinaires comme tout le monde. Stop, stop, stop à l'humiliation des infirmiers en République démocratique du Congo. C'est inacceptable à partir de maintenant. Merci. Madame, messieurs, on va marquer un stop ici, à ce stop Covid. N'oubliez pas de prendre soin de vous, le personnel soignant vous le rappelle. Prenons soin de nous pour qu'on stoppe ici cette pandémie. On a besoin d'une population en bonne santé, qui réfléchisse bien et qui répare les torts déjà accumulés, n'est-ce pas? Prenez soin de vous, stop et stop Covid. À très vite, au revoir.